parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Jojo Rabbit. Il est réalisé par Taika Waititi. Il est sorti au cinéma le 20 janvier 2019 et je l'ai vu au cinéma en version originale. Jojo Rabbit, c'est un film que j'avais envie de voir depuis un moment. Je l'ai vu le plus tôt que j'ai pu et je l'ai vu et j'étais très hypé parce que Taika Waititi est un réalisateur que je trouve vraiment intéressant pour le coup, que moi j'ai découvert assez tardivement avec Thor Ragnarok. Donc j'ai fait une critique que je vous remettrai dans les liens de cette vidéo, qui est un film que j'aime bien, tout en le critiquant grosso modo dans le fait que je trouve que c'est une conclusion à la trilogie Thor qui est en fait incomplète, et qui me posera toujours problème, puisque certains points que j'ai soulevés dans la conclusion de Thor Ragnarok n'ont pas été résolus dans le MCU du tout, ce qui pour moi crée un vrai problème au final de cohérence, mais peu importe. Mais ça, mis à part, et ça, sans forcément trop insister sur ce lien du film avec les autres, Thor Ragnarok était vraiment un film très singulier, très efficace dans plein de mécanismes, notamment dans l'humour. Et j'avais bien aimé ce qu'il faisait, et du coup je m'étais intéressé un peu plus à ce qu'il avait fait avant. Il a fait quelques films qui ont eu du succès mais que je n'ai pas vu, comme Boy ou À la poursuite de Rick Baker. Par contre, j'ai vu son documentaire qui s'appelle Vampire en toute intimité, What We Do in the Shadows, pardon, et qui était un documentaire très comique sur la vie intime de vampires ensemble. Et ça fonctionne vraiment très bien. C'est un faux documentaire très réussi, avec beaucoup de sous-entendus sur l'histoire des vampires au cinéma, dans l'imaginaire collectif, dans tout le côté mythique aussi du vampire. Je veux pas spoiler parce qu'il y a vraiment beaucoup de très bonnes idées dans le film. Après, ça reste un humour à froid qu'il faut aimer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent très hermétiques à ce type d'humour où le film est constamment en train de jouer sur un 12e degré affiché, mais en même temps, il veut raconter quelque chose d'assez, j'ai pas envie de dire prenant, mais assez profond, mine de rien. Son discours sur les vampires est pas inintéressant, sur la pop culture et tout ça. Mais je sais que c'est pas un humour que tout le monde adore, donc c'est un film qui divise, mais qui a donc, par définition aussi, sa communauté d'archi-fans qui l'adorent. Et donc, Taika Waititi, c'est un réalisateur qui a déjà maintenant une bonne petite équipe derrière lui, qui avec le succès populaire de Thor Ragnarok est devenu un réalisateur plutôt bankable, d'après ce que j'ai compris, puisqu'il était lancé juste après Thor Ragnarok sur 2 gros projets, Jojo Rabbit en étant un, on va en parler aujourd'hui, mais aussi son film suivant qui s'appelle Next Goal Wins, qui va être une adaptation de l'histoire de l'équipe des Samoa de football qui avait essayé de se qualifier pour la Coupe du Monde. Avec quand même Michael Fassbender dans le rôle de l'entraîneur. Bref, gros projet de nouveau, hein. Déjà Jojo Rabbit, film sur l'Allemagne nazie, était déjà un gros projet, et la Next Goal Wins juste derrière, et on sait maintenant que, a priori, sauf retournement de situation, il va réaliser le Thor 4 qui s'appelle Thor Love and Thunder. Donc bref, un réalisateur assez prolifique et qui a proposé des films intéressants, tout en faisant encore en parallèle de ça des participations à des séries télé. Il a notamment réalisé un épisode de la série de Mandalorian qui a eu énormément de succès, et c'est aussi un acteur qui a beaucoup tourné. J'ai remarqué dernièrement, on a rematé un morceau, je suis plus sur la mater en entier d'ailleurs, parce que c'est un film qui est quand même pas terrible. On a rematé le Green Lantern avec Ryan Reynolds, et on s'est rendu compte qu'il avait un des rôles principaux dedans. Enfin, je me suis rendu compte plutôt, franchement je m'en souvenais pas du tout. Bref, une assez grande carrière en tant qu'acteur, et là maintenant il perce vraiment en tant que réalisateur, pour des films toujours plus singuliers, dont on va dire le ton principal est l'humour. Aussi bien un humour, on va dire, assez qui est en général entre l'absurde et une certaine forme de gag, entre guillemets, mais c'est plus des gags liés au personnage. C'est vraiment du gag gratuit, c'est pas le mec qui va glisser sur une peau de banane, c'est plutôt le personnage qui en soi va être drôle. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai vu le projet Jojo Rabbit, que je ne connaissais pas, qui est en fait une adaptation du livre de Christine Lenens, Le ciel en cage, Caging Skies, que je n'ai pas lu, que je ne connaissais pas, et dès les bandes annonces, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque le personnage principal de Jojo, un jeune garçon, a comme ami imaginaire Hitler, et Hitler était interprété par Taika Waititi lui-même, qui est un acteur très, très drôle, je trouve, et qui a un vrai talent pour la comédie
Du coup, j'aimais tout de suite le principe, j'aimais tout de suite le côté décalé de mettre cet enfant dans un univers, dans l'univers nazi avec son imaginaire, et de prendre aussi comme personnage principal un enfant qui est un nazi convaincu au point d'avoir quand même imaginaire Hitler. Je trouvais ça très intéressant, sans compter évidemment le fond dont je parlerai un petit peu dans la partie scénario du sous-texte qui est très intéressant. Et je m'attendais donc à un film à l'humour assez absurde, assez exagéré, et j'espérais presque ça parce que j'avais bien aimé cet aspect-là de What We Do in the Shadows. J'avais aimé aussi le fait que dans Thor Ragnarok, il s'était permis grosso modo de dire le film 1, et voire même surtout le film 2, Thor 2, était très mauvais, donc on va s'en moquer. Et on va clairement nous faire un film un peu cheesy, un peu drôle, qui va avoir des sujets sérieux, mais qui au final va surtout chercher à avoir une certaine légèreté, à mettre du côté pop, du popcorn dans l'univers de Thor, qui au départ s'y prêtait pas forcément, et mine de rien le film fonctionnant plutôt bien, même si comme j'ai dit il a des défauts. Je m'attendais, en allant voir Jojo Rabbit, un peu à ça, cette capacité de dire à un moment donné... d'avoir cette capacité à dire je fais grosso modo quelque chose de singulier et tant pis, on verra comment le public adhère, si le public adhère ou pas, et en utilisant bien sûr le biais de la comédie, les films de comédie étant les films qui fonctionnent le mieux au niveau populaire dans le monde entier tout simplement. Donc j'étais vraiment curieux de voir un peu ce que Taika Waititi pouvait faire, puisque c'est réellement un réalisateur talentueux. Alors avant même de commencer la critique, de vous faire un petit pitch de ce film là, je peux dire que c'est bien différent. Le film est vraiment différent de ce que j'attendais. Et du coup, je pense que je l'ai vu d'une manière un peu étrange, parce que je m'attendais à quelque chose de presque, quelque part de plus léger, de plus drôle. Mais j'avais visiblement tort. On va en reparler après, parce que c'est un film compliqué, mine de rien, à critiquer, puisque, en parallèle de ça, le film a gagné le prix du public au Festival international de Toronto 2019, merci Wikipédia, et il a surtout gagné l'Oscar du meilleur scénario adapté, ce qui est un Oscar compliqué, c'est-à-dire c'est l'Oscar du scénario, mais pas tout à fait. C'est du scénario adapté d'un livre ou de quelque chose d'autre, et donc c'est toujours un truc à double tranchant. Est-ce que on lui a décerné l'Oscar parce qu'on estime que c'est un bon film en soi, et qu'il est en plus bien adapté, ou plutôt parce qu'il est bien adapté, bien que ce soit un film discutable. Parce que le film divise pas mal la critique. On va en revenir après, mais c'est juste pour dire que c'est un film qui va être au cœur d'une question compliquée, sur laquelle j'estime pas forcément avoir de réponse, mais que je trouve pour le coup passionnant, et je suis vraiment content de l'avoir vu et de pouvoir vous en parler aujourd'hui, parce que il pointe des questions, encore une fois, très intéressantes du rapport du cinéma à l'histoire, de l'histoire dans l'imaginaire collectif et ce qu'en fait le cinéma, de la vision des critiques, c'est-à-dire des gens qui ont un regard en général plus exigeant sur le cinéma, et du grand public. Il y a tout ce grand écart-là qui se met en jeu quand on regarde Jojo Rabbit. Alors je l'ai pas dit, mais vous l'entendez, je suis assez malade, j'ai la voix un peu cassée, donc aujourd'hui vous aurez une voix un peu plus féminine, paraît-il. Donc c'est pas grave, ce sera un peu plus doux que d'habitude. Allez, on va pitcher. Donc notre film se passe dans l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Johannes Betzler, aussi surnommé Jojo, est âgé de 10 ans. Et c'est un nazi convaincu qui fait donc partie des jeunesses hitlériennes. Un jour, au cours d'un exercice, parce qu'on l'a provoqué, parce que ses amis se sont moqués de lui et qu'il n'a pas osé tuer un lapin à main nue, il fait un peu une bêtise, que je ne vous spoilerai pas, et il est blessé, et du coup il ne peut plus aller faire ses classes de jeunesse hitlérienne. Donc il est extrêmement frustré même, il doit rester beaucoup chez lui, ou faire des classes un peu aménagées. Et il se trouve que, en restant chez lui, il finit par découvrir que dans sa maison, il y a une jeune juive qui est cachée. Et évidemment, pour Jojo, cela est inacceptable, mais il va devoir se garder de la dénoncer, puisque il pourrait mettre en danger aussi bien lui que sa mère. Forcé de cohabiter avec cette juive, Jojo met en place toute une stratégie pour l'évincer et pour trouver la manière d'apprendre tout ce qu'on peut attendre sur les juifs pour pouvoir les arrêter, évidemment, puisque c'est un nazi convaincu. Et évidemment, vous vous en doutez, l'histoire va aller beaucoup plus loin que ça à partir de ce point de départ. Alors, je vais continuer à faire comme je fais ces dernières semaines en découpant par points. On va démarrer, je pense, sur les décors parce que j'ai beaucoup aimé le principe. Le film se situe essentiellement dans une ville dont on va voir essentiellement la maison de Jojo, la grande place principale
et je ne sais pas ce que c'est, si c'est la caserne ou l'hôtel de ville où se situent grosso modo les nazis. Donc on va naviguer entre ces endroits-là. On est un peu plus dans la forêt au début du film quand il fait des exercices en tant que dans les jeunesses hitlériennes, mais très vite on la quitte et on n'y retourne plus. Et c'est pas anecdotique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette séparation visuelle très forte, qu'à partir du moment où Jojo ne peut plus faire ses classes, il est considéré un petit peu comme un enfant des villes, comme il est exclu grosso modo du côté sauvage de leur entraînement, puisqu'on les voit clairement au début apprendre aux enfants à balancer des dynamites et des choses comme ça, donc des réjouissances tout à fait logiques et pas du tout dangereuses pour des enfants, et malheureusement tirées de faits réels. Et du coup, cette évolution des décors est très bien gérée, parce qu'à partir du moment où Jojo ne peut plus aller aux classes, on a vraiment la ville qui est découpée de manière très cohérente, et ce qui est intéressant, c'est que le film va évoluer dans la vision de cette ville, mais de manière très subtile. On a tout le début, où on va voir notamment un moment Jojo et sa mère qui vont sortir, je crois que je ne sais plus si c'est il y a une fête, ou je ne sais plus exactement, honnêtement j'ai oublié, mais on a tous les drapeaux nazis en berne, les couleurs sont très fortes, on a le orange et le rouge qui sont très présents, qui sont vraiment les couleurs grosso modo du nazisme rayonnant, hein. Le costume tel que le fantasme Jojo est à l'écran littéralement, est rappelé régulièrement avec le rouge et le orange, les drapeaux et ainsi de suite. On a des personnages qui viennent faire contraste là-dedans en étant habillés légèrement différemment, et c'est très subtil et j'ai pas envie de spoiler, donc je vous dirai pas comment, mais vous verrez par vous-même, ou parce qu'ils sont excentriques, ou tout simplement parce ils ont un état d'esprit qui est légèrement différent, mais je veux pas spoiler. Mais ce contraste entre ces costumes et le décor fonctionne très bien, et plus l'histoire avance, plus Jojo continue à être en relation avec cette jeune juive, qui s'appelle Elsa, plus les couleurs vont commencer tout doucement à changer, jusqu'à grosso modo la partie finale du film, où la ville va être clairement grise, et vous allez découvrir comment. Je veux vraiment pas spoiler ce qui se produit. Je pense que c'est une des qualités du film d'aller vers ça. On va voir cette ville quelque part se détériorer, mais c'est plus compliqué que ça, donc je vais mettre détériorer entre gros guillemets. Et j'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est une des premières choses que j'aime beaucoup chez Taika Waititi, qui est pour moi une qualité de réalisateur. Le film a eu un budget qui est correct, c'est 15 millions de dollars, mais pour une reconstitution historique, c'est très peu. C'est vraiment... on est dans la frange très basse, hein. Seconde Guerre mondiale en général, ça cartonne un peu plus. Je crois, si je dis pas de bêtises, que The Monuments Men, le film de George Clooney, sur cette équipe de soldats qui recherchaient les œuvres d'art que les nazis avaient volées. Alors bon, il y avait plus de terrain, plus de batailles, et ainsi de suite, mais finalement, quand on voyait The Monuments Men, pas tant que ça. On avait finalement beaucoup de décors différents, beaucoup de lieux différents, donc le film a coûté bien cher, je crois qu'on est quasiment à 50-60 millions de budget. Il faudrait que je vais vérifier en vous en parlant là. Mais grosso modo, c'est cette fourchette-là. En général, pour un film sur la Seconde Guerre mondiale, on est en général sur du 50 millions de dollars. C'est rare qu'on aille en dessous. C'est très difficile d'aller en dessous. La plupart des films sur cette période-là qui essaient de faire sans ce budget-là doivent trouver des feintes, essayer comment dire, de composer avec des éléments un peu de bric et de broc. Ça finit par se voir, même si honnêtement il y a quand même, grâce à l'histoire du cinéma et le fait qu'il y a eu énormément de films, alors trop de films, c'est une bonne question, mais énormément de films sur la Seconde Guerre mondiale et les nazis, hein, qui sont devenus le symbole populaire dans l'inconscient collectif du mal absolu. Oui, The Monuments Men, le budget, voilà, c'était entre 70 et 91 millions de dollars. Donc voilà, j'étais encore loin de la vérité. Donc ça pour dire, il y a pas mal de choses qui sont récupérées de film en film. Les studios gardent des choses de côté. S'il y a bien un décor que les studios Universal ont constamment gardé, c'est Berlin, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça a été remis à jour plein de films différents. C'est à chaque fois le même décor, les mêmes choses, filmés différemment, retapés, ainsi de suite, retouchés, pour pas tout recommencer du début, parce que, vous voyez, on est encore en 2020, il y a encore énormément de films sur le nazisme, mais c'est pas fini, on en aura encore énormément sur cette période-là de l'histoire, et c'est très bien, hein, c'est très intéressant, et je pense que c'est toujours une question qui est au cœur de la société contemporaine, hein, comment dire, l'exclusion des autres et de la différence, c'est encore tellement présent que on a besoin de ce genre de film et de sujets, donc que ce soit par le nazisme ou par d'autres périodes du même type, ça reste intéressant, mais c'est pour dire, c'est plus simple, entre guillemets, de mettre en scène et de mettre des décors du nazisme parce que ces studios sont préparés à avoir des éléments et ainsi de suite. Nonobstant, 15 millions de dollars, c'est peu, et je trouve que
Taika Waititi le gère très très bien, notamment en donnant bien sûr une grande place à la maison, puisque Jojo est souvent à la maison avec cette jeune juive qui ne peut pas bien sûr sortir, sans prendre le risque d'être attrapée. Et donc tout le film se découpe entre grosso modo la salle à manger, où se retrouvent Jojo et sa mère, la chambre de la sœur de Jojo, qui est morte si je dis pas de bêtises, peu de temps avant, et donc cette jeune juive qui est là cachée, et c'est là où Jojo et elle se retrouvent. Et on sent vraiment dans la mise en scène et dans le travail comment petit à petit, grâce à des éléments visuels simples, ces éléments colorés, le fait de laisser de la place dans le plan notamment aussi à Jojo, et de voir le physique de Jojo changer. D'abord il est très... il est toujours avec son petit costume de jeune nazi, machin, les bottes, il a la totale. Et plus on avance, pour des raisons de contexte ou pour des raisons psychologiques aussi, il finit par s'habiller différemment et ainsi de suite. Parce que vous vous en doutez, il va bien sûr s'adoucir. C'est un enfant de 10 ans, faut non plus pas en exagérer. Donc voilà, je voulais parler des décors d'abord parce que j'avais trouvé vraiment que Taika Waititi avait fait quelque chose de simple mais de très efficace. Et l'évolution de la ville au fur et à mesure du film et la fin du film m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça particulièrement impactant en termes émotionnels et visuels. J'ai plus de problèmes avec d'autres éléments, mais je vais vous en parler tout de suite. Je vais tout de suite faire un point sur le casting, parce que je pourrais vous parler de la mise en scène en soi, mais il me semble que c'est pas le style de Taika Waititi, pour moi, c'est pas dans la mise en scène que ça se passe. Alors, je vais m'expliquer. Grosso modo, déjà dans Thor Ragnarok, qui était pourtant un blockbuster, j'ai pas trouvé qu'il avait un sens du spectaculaire, il sait faire de belles images. Qu'est-ce que ça veut dire de belles images? Ça veut rien dire, mais grosso modo, il sait équilibrer un plan, il connaît la règle des tiers, il est tout à fait capable à un moment donné de mettre en place plastiquement des effets de valeur, des effets d'équilibre ou de déséquilibre dans une image, il est très bon, donc il n'y a rien à dire. Mais de là à dire que formellement, il y a des effets que je qualifierais de ceux de Taika Waititi, non, c'est simplement du bon taf. Je vais donner juste 2 plans que j'ai trouvé vraiment superbes dans le film. On a un plan où Jojo suit un papillon et va finir par tomber sur quelque chose d'autre, et ce plan est juste magnifique. C'est un des plus beaux plans du film, c'est un plan bouleversant, c'est extrêmement puissant, et je vais peut-être être naïf, hein, mais à ce moment-là du film, je ne m'y attendais plus, donc voilà. Donc j'ai pris une claque, vraiment, le film m'a mis une claque à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, ah ouais, d'accord, ok. Je m'attendais pas à ça. Comme j'ai dit, comme je m'attendais à une comédie plutôt légère, j'ai pris quelques coups de pied au cul quand même. Mais j'en parlerai bien quand j'aborderai la question du scénario. Donc là, déjà, ce plan-là est juste magnifique. C'est juste un travelling avant sur ce papillon que Joe finit par suivre, qui est un petit papillon bleu. Et c'est très beau, c'est un excellent plan. Et on a ces fameux plans larges aussi que j'aime beaucoup sur la ville, où quand il se promène avec sa mère notamment, on a les rappels orange et rouge du nazisme qui les encadrent littéralement. Ils sont emprisonnés, mais de manière très festive. La couleur du film, oui, je ne l'ai pas dit avant, mais les couleurs du film étant, mine de rien, très saturées. Les carnations sont très riches, très rose, orange, la couleur des yeux très très forte, très saturée. On a notamment Taika Waititi qui joue Adolphe, il a les yeux bleus, et ben on a le bleu des yeux, le bleu des pupilles est très très fort. Tout est dans une forme d'exagération, et d'un côté c'est chaleureux, limite joyeux, et de l'autre, évidemment, c'est extrêmement agressif, puisque toute cette couleur saturée, au bout d'un moment, ça sature, ça exacerbe l'image, et ça renvoie au fait qu'ils sont enfermés dans une sorte d'utopie qui est un mauvais rêve, quelque part. J'aime bien cette gestion-là de la couleur et de la photographie, pour moi, est très intéressante. Et donc, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur la mise en scène, parce que je trouve que le style de Taika Waititi, on le reconnaît surtout à sa capacité à créer des personnages. Et là, franchement, dans Jojo Rabbit, je trouve que c'est du super taf. C'est du super taf. Je vais aborder la question du casting, vous allez comprendre. Je vais d'abord parler des acteurs qui sont un peu plus connus pour qu'on voie où je veux en venir. On a Scarlett Johansson qui joue donc Rosie, la mère de Jojo, et qui est donc grosso modo une femme avec un franc-parler assez fort, qui connaît bien le nazisme et ses défauts. Et Scarlett Johansson est très bien dans le rôle, elle a cette capacité, comme elle vit seule avec Jojo, et son père est au front, d'après Jojo. Et ben elle doit un peu faire le rôle du père et de la mère, et il y a une séquence où elle le fait littéralement, où pour le coup Scarlett Johansson est très très bien, franchement elle est impressionnante, où elle prend, elle a plus ou moins une prise de tête idéologique, politique avec Jojo, et elle se déguise dans le rôle du père de Jojo, et c'est une super séquence. C'est vraiment c'est impressionnant comme c'est bien écrit, et comme elle le joue très très bien, et comme elle arrive à basculer
de la mère douce et quelque part qui essaie d'alléger la situation, à un père, pour le coup, assez, pas violent, mais on va dire, si violent symboliquement d'une certaine manière, qui d'un seul coup met une tension dans la séquence. Et un des trucs impressionnants, c'est qu'ils ont réussi avec l'acteur qui joue Jojo, Roman Griffin Davis, à vraiment obtenir une tension dans cette séquence-là. C'est vraiment une séquence qui m'a impressionné, où Scarlett Johansson est très très bien, parce que les autres, grosso modo, éléments du film, la légèreté qu'elle peut avoir, qu'elle essaye de mettre dans le contexte de la guerre où il se trouve, est classique. C'est le genre de personnage qu'elle sait jouer, qu'elle a déjà joué ailleurs. Mais par contre, par moments, la capacité d'imagination de cette mère et de transformer, de créer de la tension quand il le faut, de choquer son fils comme il le faut sans le blesser, c'est brillant. C'est vraiment là, pour le coup, je l'ai trouvé absolument superbe. On a évidemment Taika Waititi, réalisateur et acteur, comme je disais, qui joue donc le rôle d'Adolphe, l'ami imaginaire de Jojo, et lui aussi m'a impressionné, notamment dans certaines séquences où clairement le personnage d'Adolphe, qui au départ a l'air d'être un ami imaginaire plutôt drôle, qui a des mots d'enfant, qui est l'ami imaginaire d'un enfant, devient vraiment l'ami imaginaire d'un enfant des jeunesses hitlériennes, et donc lui fait violence à une certaine noirceur comme ça, qui est très belle, je trouve, et intéressante. Alors je sais que c'est pas forcément c'est un des premiers éléments qui va pas mal diviser sur la critique du film, et qui va probablement diviser la critique, c'est ce côté un peu rentre-dedans et frontal de l'ami imaginaire, qui grosso modo va formaliser, dire clairement avec des mots les problèmes, les limites et le côté horrible du nazisme et de toute forme de dictature. Et voilà, enfin je vais reprendre Usul, mais le fascisme c'est mal, on l'a déjà vu, quoi. Donc c'est pas non plus forcément là-dessus où le film est plus subtil. Nonobstant, Taika Waititi le joue très très bien, et le rapport qu'il a avec Jojo, qui au départ est très complice, se transforme tout doucement en quelque chose de malade, puis de vraiment dangereux, et c'est vraiment bien fait. Je veux vraiment pas spoiler comment ça se passe, il y a seulement quelques répliques qui sont vraiment, pour le coup, waouh, vraiment terrible de sens. Et c'est ce que je disais, comme je m'attendais à voir une comédie, peut-être que moi j'ai été plus impressionné que je ne le pensais, parce que je m'attendais à une comédie très légère, et non, ça bascule vraiment dans une noirceur, dans le rapport aussi, dans les mots qui sont échangés, dans la manière dont cet ami imaginaire finit par le maltraiter, ou grosso modo lui faire du mal très profondément. J'ai trouvé ça vraiment très juste, et évidemment ça renvoie superbement à l'éducation nazie, et ainsi de suite. Le film n'évitant pas ce sujet dès le début, puisque comme je l'ai dit avant, j'ai spoilé légèrement, on lui demande quasiment dès le début de tuer un lapin à main nue. Il faut le savoir, bon, je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais je vais faire mon prof à deux balles, hashtag je suis très intelligent, et c'est pour ça que je me parle à moi-même sur internet, on est tous d'accord. Non, c'est l'éducation nazie était connue pour demander à des enfants qui avaient dépassé les 7-8 ans de faire des choses très sympathiques, comme étrangler des chatons, des choses comme ça. Donc c'est connu, malheureusement c'est très répandu. Et le film fait simplement l'écho de ça. J'espère qu'à cause du ton de film, les gens ne s'imagineront pas que c'est le film ou que ça vient du bouquin, parce que c'est vrai, c'est simplement produit. Et il y a eu notamment des livres terribles sur des jeunes qui ont été élevés pendant le nazisme, et qui, après la guerre, ont dû subir des soins psychologiques, parce que voilà, ils avaient vraiment été particulièrement marqués, transformés par le fait de faire des actes aussi horribles, évidemment. Donc voilà, et le film, dès le départ, annonce la couleur. Oui, il va y avoir une partie comédie, mais une partie très très noire aussi. Et c'est présent dans le rapport entre Jojo et son ami imaginaire, Adolphe. On a aussi, à côté des acteurs, on va dire, qui sont vraiment des acteurs de comédie. Alors moi, Alfie Allen, mais je vais en parler après. Sam Rockwell, donc on connaît, Sam Rockwell, Confession d'un homme dangereux, l'excellent Dustin Hammer dans Iron Man 2. Oui, je sais que tout le monde déteste ça, je m'en fous. Hashtag, qu'est-ce qu'il y a, je le trouve super bien, moi, dans ce rôle, je le trouve très très drôle. Et c'est dommage qu'ils aient pas développé ce personnage dans le MCU, parce que c'était vraiment super ce qu'il faisait avec ce rôle, peu importe. Ou dans le film un peu plus lunaire, justement, qui s'appelle Moon, mais qui est un très beau film. Bref, Sam Rockwell dans le rôle du capitaine Klenzendorf, et qui est très intéressant aussi, qui pour le coup fait une performance beaucoup plus en retenue que d'habitude, et il est très bon. Et il est vraiment très bon, il évite tout le côté, vous savez, Sam Rockwell il est connu pour en rajouter, beaucoup de gens lui en ont voulu d'en avoir rajouté des caisses dans son personnage, notamment dans La Ligne Verte. Donc il est pas mal critiqué pour ça, et ben là vous serez content, parce qu'il est très en retenue, et il est
très bien dans ce rôle, je ne vais pas spoiler. C'est grosso modo le capitaine qui entraîne Jojo et avec qui Jojo, une fois qu'il a fait son accident, doit rester, notamment avec lui et avec son bras droit qui s'appelle Finkel et qui est joué par Alfie Allen. Alfie Allen, il a joué le rôle de Theon Greyjoy, il est surtout connu pour ce rôle-là, dans Game of Thrones, et il est grosso modo le second du capitaine Klenzendorf. Et leur rapport est très sympa, on comprend très très vite par sous-entendu que bon, ouais, a priori il y a un petit truc entre deux. Et j'aime beaucoup comment le film va subtilement, au bout d'un moment, montrer qui ils sont réellement, sans forcément le formuler directement. Et le rapport qu'ils ont avec Jojo, en ce sens, c'est assez intéressant, notamment dans de très belles scènes, mais je ne vais pas spoiler. Et les acteurs sont très bons à cet endroit-là, encore une fois. On a Rebel Wilson qui est dans un rôle qui est peut-être pour moi, qui symbolise un petit peu la limite du film. Rebel Wilson, bon bah vous la connaissez, hein, de toute façon maintenant c'est devenu une méga star. Elle a notamment joué dans... Ah bah voilà, maintenant ça me revient plus. Les 2 films de musique avec des groupes de filles. Là. Oh là 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 là. Voilà, et je vais retrouver tout de suite. Non mais je vais trouver. J'ai mon assistante qui me fait signe, mais je vais trouver. Rebel Wilson, donc, dans... Non mais ça va, oui. Pitch Perfect, merci beaucoup, chère assistante. Donc, Pitch Perfect 1 et 2, si je dis pas de bêtises. Bref, qui est une actrice qui maintenant... qui avait été jouée dans le très sympathique How to Be Single aussi. Et je l'ai vu dans un autre film dernièrement, qui était, je crois, c'était The Hustle, qui était traduit en français Escroc malgré nous, qui était un remake. Et elle était très bien aussi. Bref, excellente actrice comique qui s'est fait connaître dans le rôle, alors je vais être obligé de le dire, de la femme ronde, hein, au cinéma, de la jeune femme ronde, machin, drôle, un peu délurée, blablabla, donc toujours un petit peu le même type de rôle, qu'elle fait bien, elle est plutôt marrante, y a pas de souci. Moi perso ça me fait plutôt marrer, mais je suis pas fan, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Et là pour le coup, Taika Waititi a cette idée assez intéressante de la prendre et de la mettre finalement dans un rôle qui n'a aucun second degré, c'est-à-dire qu'elle est une nazie convaincue, qui sort des trucs horribles tout le temps, qui sont supposés être des blagues et qui sont plus ou moins des blagues, mais qui, comme les autres personnages, réagissent de manière premier degré, en disant voilà, putain, qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce que c'est que ce truc. On reste face à un personnage qui est finalement assez glauque, de bout en bout, et qui va grosso modo être, pour moi, le point central de la limite du film. D'un côté, c'est un personnage qui est comique, et qui donc doit renvoyer le film à la comédie, mais de l'autre, comme tous les personnages autour d'elle sont au premier degré, c'est un peu étrange, c'est un personnage que j'ai trouvé finalement très glauque, et que j'ai eu au final, qui a pas amené la légèreté que j'aurais pu croire. Alors peut-être que c'était, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est l'ambiguïté de ce film. Est-ce que ce personnage était supposé amener de la légèreté ? Je crois que oui, parce qu'il y a vraiment des anecdotes qu'elle dit qui sont des grosses blagues. Et en même temps, est-ce qu'elle n'était pas là justement pour être au contraire un contre-pied ? C'est-à-dire on attend Rebel Wilson dans un film, on va rigoler. Et là, on rigole pas. Je caricature, on rigole très très peu, on sourit à peine. Peut-être que c'était justement voulu, peut-être que c'était fait pour glacer un peu le spectateur et lui dire voilà, en fait c'est non, le nazi convaincu était tout aussi... Malheureusement, le nazi convaincu adulte, ça devient absurde. Le fasciste convaincu, c'est un truc qui est comique que hors de son contexte. Dans son contexte, c'est pas drôle du tout. Et pour le coup, c'est difficile du coup de dire si Rebel Wilson est bonne dans le rôle, parce que je sais pas du tout si ça, Taika Waititi voulait le maîtriser autant. Je pense qu'il voulait probablement que ce soit plus drôle que ça. Moi, perso, ça m'a pas fait rire, ça m'a fait sourire un peu, mais vraiment, plus on approchait de la fin du film, plus j'étais en mode waouh, à chaque fois qu'elle faisait une apparition à l'écran, c'était pour faire des trucs, mais hallucinants, quoi. Alors, le côté donner un flingue à un gosse, à la limite, ça passe, vous voyez le délire, mais c'est clairement un personnage qui, pour moi, gagne qui devient vraiment quelque part horrible, et c'est logique en termes de contexte. C'est peut-être moi, encore une fois, qui attendais autre chose. Mais il me semble que le grand public, en général, quand il voit un acteur comme Rebel Wilson, qui est connu essentiellement pour ses comédies, va attendre de la comédie. Elle en donne, mais je trouve que dans la mise en scène, dans la manière dont Taika Waititi amène son personnage, cette comédie n'est pas drôle. Vous savez, c'est ce timing dans la mise en scène qui fait qu'à un moment donné, elle fait sa blague, ou son anecdote qui est une blague, en fait, et tous les personnages se regardent un peu en mode « qu'est-ce que c'est que ça ?» Et dans la mise en scène, il n'y a pas cet espace pour en rire. Il y a le truc du « c'est tout de suite glauque », et tout le monde le remarque. Donc du coup, le spectateur lui-même, il n'est pas amené à en rire, il aurait pu en rire, mais il peut pas. Et je trouve que, connaissant la maîtrise de Taika Waititi de la comédie, je pense vraiment qu'il a voulu aller à contre-pied de cette attente du spectateur. Et pour moi, ça symbolise un peu la limite de Jojo Rabbit. D'un côté, c'est un film
qui veut mettre de la comédie là-dedans, et qui en a besoin pour alléger le sujet, et de l'autre, le film veut quand même se confronter cette comédie à l'horreur, frontalement, et je sais pas toujours si l'équilibre se trouve. C'est assez bizarre. Je pense qu'il y a des moments où le film devait être drôle, mais il l'est pas. Il est trop horrible pour l'être. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et je pense franchement que dans la maîtrise de la comédie et du montage et du rythme, je pense que Taika Waititi l'a voulu comme ça. En tout cas, pour moi, le fait qu'il y ait des gens qui aiment le film et qui vont le voir comme comment dire ça, une comédie historique, et il y en a d'autres qui, au contraire, vont le voir comme un film historique pur, à premier degré, et considérer que c'est surtout un film sombre et terrible. Je voulais aussi parler de Stephen Merchant, qui joue le rôle de Dietz. Dietz étant le personnage, grosso modo, du mec de la Gestapo, enfin c'est pas la Gestapo, c'est la police politique allemande, et qui est pour le coup très très bien Stephen Merchant, que vous avez probablement vu dans Logan. Il jouait le rôle du mutant qui s'appelle, je crois qu'il joue le rôle de Leech, non, je sais plus son nom, mais c'est un mutant qui a le pouvoir de sentir les autres mutants, j'ai oublié son nom, et où il était très bien aussi déjà, il a mené énormément d'unanimité dans le film, c'était vraiment un excellent rôle, et là il joue le rôle d'un nazi, de la police, d'un membre de la police nazie, et il est très bien, parce que tout simplement, Stephen Merchant c'est un grand gars, assez albinos, blanc, avec des yeux globuleux, en plus quand on lui laisse les cheveux naturels, il est blond avec une raie sur le côté, enfin bon, la totale quoi. Et il est très très bon dans le rôle. Et il a une scène notamment très très forte que je ne veux pas spoiler parce que je trouve que le film la gère très très bien. Et donc Stephen Merchant, très bon dans le rôle. Comme mon téléphone déconne, je suis un peu embêté, mais je vais poursuivre tout de suite. On a aussi le jeune Archie Yates dans le rôle de Yorkie, le meilleur ami de Jojo, qui est très très bien, qui est très touchant, et même s'il a des limites de jeu et qu'on sent que c'est un enfant et que par moments ça récite un petit peu le texte, un petit peu. Je trouve dans son rapport à Jojo que ça marche très très bien, c'est le petit garçon un petit peu bouboule, un petit peu mignon, et lui par contre je trouve qu'il amène énormément de douceur au film, tout en ayant des répliques incroyables du genre « Ah, c'est dur d'être un nazi de nos jours ». J'étais scié quoi. Je trouve que ça marche très très bien sur ce personnage-là, il est finalement assez peu présent dans le film. Le cœur du film étant vraiment tourné entre Jojo, Elsa, la jeune juive, et bien sûr Rosie, sa mère, et les visions qu'il a de Adolf, Taika Waititi donc. Et oui, j'avais oublié de parler de Thomasine McKenzie qui joue le rôle de Elsa. Je sais pas si je l'ai vu dans d'autres films, je crois que oui, je vais juste jeter un coup d'œil, mais que j'ai trouvé très bien dans le rôle, notamment parce que j'ai beaucoup aimé les premières rencontres entre elle et Jojo, que je vais pas vous spoiler, mais on sent vraiment la violence qu'elle subit, elle va le rendre d'une certaine manière, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle propose et ce qu'elle fait avec Jojo. Il y a une violence qui se met en place entre eux, qui est symbolique en même temps, qui est très forte. Jojo dit des choses horribles, évidemment, puisque c'est un jeune garçon, tout simplement, des jeunesses hitlériennes. Donc il est très, très rapide à avoir des idées préconçues, et c'est assez horrible. Alors non, j'ai regardé un peu sa filmographie, je pense pas l'avoir vu d'autre chose avec elle dedans, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien dans le rôle. Et la relation qu'elle a avec Roman Griffin Davis devient très belle, très réussie. Je vais d'utiliser des superlatifs un peu flous, mais voilà. Je pense que c'est la plus grosse partie de ma critique, parce que le casting chez Taika Waititi, est essentiel. Il passe par des personnages. Je l'ai peut-être mal exprimé, mais Jojo, c'est donc le jeune enfant, le jeune nazi convaincu. Elsa, c'est la jeune juive qui essaie de se sauver, et donc on a tous les clichés qui vont avec et qui fonctionnent bien, je pense. Voilà, elle se méfie, elle doit forcément passer par tous les éléments, la menace, la peur, ainsi de suite, pour s'en sortir. Rosie, c'est la mère qui essayer de modérer un peu son fils, de lui apprendre les choses à avoir plus de nuances et ainsi de suite, alors que lui il est un peu paré. Adolphe, c'est évidemment la vision du fascisme d'un enfant de 10 ans. Le capitaine Kletzendorf, c'est le nazi un peu en mode, donc il est un peu homosexuel, donc il est un peu aussi en bord, mais il doit gérer cette situation un peu bizarre d'être en pleine guerre, se rendant compte par quelques regards qu'il est un peu dans un monde un peu étrange. Le Fräulein Ram, donc Rebel Wilson, c'est la nazie convaincue qui va te filer qui a aucune limite et qui va faire ce qu'on lui dit quoi qu'il arrive.
et bien sûr Dietz qui est vraiment le symbole de la police politique, vous savez, la police la plus horrible, hein, celle qui va va venir chez vous, fouiller toute votre baraque et éventuellement vous coller une balle dans la tête parce que le voisin d'à côté a dit que vous l'étiez, quoi, pour peu qu'il le croit. Donc vraiment le nazi convaincu, mais dans le sens le plus horrible, celui qui va carrément créer de la dissension sociale sur laquelle le fascisme va pouvoir s'asseoir. Bref, pas forcément des rôles originaux, mais tous à leur manière amènent de l'humour, de la comédie, de la tension dans ces personnages-là, et c'est le savoir-faire de Taika Waititi, et c'est ce qui fait une grande partie de la force de Jojo Rabbit. On va aborder la dernière partie de cette critique avec le scénario maintenant. Oui, je vais un peu vite parce que j'ai mal à la gorge, excusez-moi. Le scénario de Jojo Rabbit n'est pas une surprise. Il est évident que Jojo et Elsa vont finir par se rapprocher. Jusqu'à quelle nature, jusqu'à quel point, je vous laisse découvrir. Il est évident qu'ils vont être à un moment donné en danger face à la police politique. Bah oui, évidemment. Il est évident que ça risque de mettre en danger sa mère, blabla et tout, ça va de soi. Et il est évident que on va arriver jusqu'à un certain moment de la guerre et qu'on ne sait pas exactement si ça met toujours cette tension, on ne sait pas si la guerre va finir bientôt, pas bientôt, dans combien de temps, et ainsi de suite. Donc c'est pas là-dessus, je trouve que pour moi le scénario, il est encore une fois adapté d'un livre, donc il s'est certainement pas permis de faire n'importe quoi avec l'histoire, mais le scénario n'est pas étonnant en soi. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus décalé venant de Taika Waititi, il faut être clair. Hein. Pour moi, Thor Ragnarok était un tel pied de côté par rapport à la saga Thor, que je m'attendais à quelque chose du même ordre. Il faut le dire tout de suite, non, Jojo Rabbit n'est pas si décalé que ça. La référence que j'ai beaucoup entendue à La vie est belle de Roberto Benigni est cohérente. C'est vrai, on est dans quelque chose de très cousin. Mais là, je vais me permettre tout de suite d'attaquer le fond de ma critique. Là où Roberto Benigni avait choisi un parti pris dès le départ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas La vie est belle, je vais faire court. Il s'agit de l'histoire d'un papa juif et de son enfant pendant la guerre. Le nazisme monte dans leur pays et tout doucement, il doit tout doucement commencer à préparer son enfant à l'idée que le nazisme arrive. Mais là où les autres parents choisissent d'être dans le réalisme et de dire à l'enfant écoutez, il se passe ça, on est en danger, ainsi de suite, lui il refuse de le faire et il choisit de raconter une vie marrante et une sorte de comédie de cet univers-là, tout en faisant croire à son fils constamment que cela est vrai. Donc, par exemple, on a ce fameux moment très connu où le personnage de Benigni et de son fils, je ne sais plus quel âge a son fils, 7 ou 8 ans, je crois, passe devant un café, et il y a une pancarte sur le café qui dit « Interdit aux chiens et aux juifs ». Et donc l'enfant dit « Bah, pourquoi c'est interdit pour nous, pourquoi on peut pas y entrer ?» Et le père qui dit « Bah, tu sais, y a des gens comme ça, ils aiment pas les chiens et les juifs. Toi, t'aimes pas quoi ? Ah, j'aime pas les araignées. Bah, tu vois, nous, si on fait un café demain, on l'interdira aux araignées. » Et c'est tout le ton du film est comme ça. Le père va constamment travailler à masquer l'horreur avec de la poésie, avec de l'humour, avec de la légèreté. Et ce qui est extraordinaire, je spoil parce que je trouve que c'est pas du tout un problème sur ce film, c'est qu'il tient jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il arrive à tenir le voile de cette illusion superbe pour l'enfant jusqu'à la fin du film. Et ça rend le film ça rend le film puissant. Mais puissant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un film qui à chaque fois que je le voyais à l'époque, ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu, me foutait, me mettait en larmes. À la fin j'étais scié quoi. Et c'était peut-être, en termes de mettre de la comédie dans l'horreur, c'est ce que j'avais vu de mieux. Je trouvais ça incroyable. Et ben je vais être très honnête, je m'attendais à quelque chose du même niveau de la part de Taika Waititi sur Jojo Rabbit. Alors on va cut the bullshit tout de suite, c'est pas le cas. C'est très intéressant et il y a beaucoup d'humour et les passages entre Jojo et Adolphe ont vraiment par moments l'esprit et la finesse qu'avait pu trouver par moments Benigni sur La vie est belle, mais ça ne va pas aussi loin que La vie est belle. C'est beaucoup plus premier degré à un moment donné. Tout simplement parce que déjà, ça vient peut-être du roman, donc déjà, il faut l'admettre. Et de l'autre, on sent vraiment que Taika Waititi avait envie de confronter à un moment donné le personnage à l'horreur. Il s'agissait clairement qu'à un moment donné, que Jojo soit confronté à l'horreur et que de préserver l'enfant n'était pas au programme du film. Donc, de facto, le film perd un degré. Et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, moi, j'attendais de la comédie. Mais après, ce que j'attends, moi, on s'en fiche quelque part. Ça donne quoi, une fois que Jojo est confronté à cette horreur-là ? Eh bien, tout simplement, le film est très beau. C'est pas forcément une faiblesse. C'est juste que le film est très beau.
va beaucoup plus loin dans le drame que ce que j'aurais cru, et beaucoup plus loin dans son scénario concernant ce à quoi Jojo va être confronté. Mais du coup, ça rend le film juste assez original. Moi, perso, j'avais jamais vu au cinéma des enfants confrontés aussi frontalement au dilemme moral d'être dans le nazisme et de devoir, à un moment donné, faire face aux erreurs de cette éducation. Et je trouve que le film le raconte très bien, tout simplement. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai trouvé particulièrement beau. Et le rapport entre Jojo et Elsa s'enduit très très bien. Le rapport entre Jojo, Elsa et sa mère, Rosie, fonctionne très bien. Encore une fois, Scarlett Johansson, big up, parce qu'elle est vraiment bien dans le rôle. Tout ça pour dire... C'est une des originalités du film, c'est l'originalité du film numéro 1, et ça marche. Après, autour de ça, on a des personnages qui viennent apporter de la comédie et une certaine forme de décalage, comme c'est toujours le cas chez Taika Waititi, avec tous les acteurs que j'ai énumérés avant. Mais dépasser cela, soyons honnêtes, on n'est pas dans du... C'est pas un chef-d'œuvre, c'est bien, c'est fort par moments, mais ça manque un peu de jusqu'au boutisme. Et que ce soit dans l'horreur, que ce soit dans la comédie, le film est un tout petit peu en retrait. Et malheureusement, étant donné le sujet du nazisme, étant donné le nombre de films sur le nazisme et sur le fascisme qui sortent tous les jours, je caricature des séries télé qui critiquent ça, le fascisme c'est pas bien, malheureusement Taika Waititi s'est un petit peu tendu la corde pour trébucher dessus, et il va être, à mon avis, attaqué. Je serais pas surpris qu'il y ait pas mal de critiques qui disent que le film brasse du vide, redit des choses qu'on a vues 20 fois, ne sait pas proposer quelque chose de nouveau dans ce que les films sur le nazisme ont pu proposer jusqu'à présent, est en deçà de La Vie est belle, re-regardez La Vie est belle, vous voyez le genre. Il va prendre ce genre de choses. Moi, je vais être honnête là-dessus, je trouve que le scénario est assez bien écrit, assez bien ficelé. Je sais pas s'il méritait un Oscar, j'ai pas lu le bouquin, hein, il faut pouvoir juger d'une adaptation pour pouvoir le dire, mais je trouve qu'il a tiré la substantifique originalité d'avoir Jojo avec son ami Jojo tiraillé entre ce père de substitution nazi convaincu, donc Adolphe carrément, sa mère, et cette jeune juive qui va tout bousculer, qui va tout secouer dans sa petite tête de 10 ans. Et le fait qu'un enfant de 10 ans soit aussi convaincu, ça donne lieu à des choses assez incroyables dans le film, que je trouve, pour le coup, donne toute la valeur au film. Les dessins que ce jeune enfant peut faire, notamment, qui sont forcément très violents et complètement liés à son éducation dans les jeunesses hitlériennes, entre autres, c'est sans compter les violences symboliques qu'il fait sans s'en rendre compte, aussi bien à sa mère qu'à Elsa. Bref, je trouve que à cet endroit-là, le film a vraiment tiré son épingle du jeu, et le scénario à ce temps-là est vraiment très bon. Au-delà, je pense qu'il y avait encore un cap de... Alors, est-ce que c'était dans la comédie? Est-ce que c'était dans l'horreur qu'il fallait encore plus loin? Quand je dis l'horreur, c'est vraiment l'horreur de la guerre, hein, l'horreur du nazisme, et ainsi de suite. Est-ce qu'il fallait aller un poil plus loin? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le film est légèrement doux par rapport à son... Quelque part, paradoxalement, même s'il propose des choses terribles, il est légèrement doux, un poil trop poétique, quelque part. Et du coup, je ne sais pas s'il va vraiment jusqu'au bout de sa démarche. Je trouve qu'il est un poil tiède. C'est bizarre à dire parce que je le trouve bien, mais je dis juste un poil. Hein. Il est très bien, mais pour être le chef-d'œuvre qu'il aurait pu être, il aurait fallu qu'il soit légèrement plus extrême dans un de ses aspects. Ce que le film ne fait pas, et en même temps ça correspond au style de Taika Waititi. C'était un petit peu... De ce que j'ai vu de son cinéma, je trouve que c'est un mec qui a quelque chose de doux heureux dans ses films, qu'il aime présent. J'ai pas vu encore une fois les drames qu'il a fait en Nouvelle-Zélande, puisque c'est un réalisateur néo-zélandais. Mais c'est présent dans son cinéma, et je trouve que ça reste... Jojo Rabbit en est un exemple. Alors, si on n'aime pas ça, je peux comprendre que ça puisse déranger. Mais en fait, je pense que c'est plus simplement en termes de scission, et c'est là que je voulais en venir quand je vous parlais avant de la critique et du grand public. Je pense que c'est un film qui peut plaire vraiment beaucoup au grand public, tout simplement parce qu'il est doux heureux. Donc, quelque part, il prend un contexte terrible et propose quelque chose in fine d'une grande poésie, donc finissant de manière très légère, là où la critique, étant exigeante, va demander un peu plus de radicalité pour apprécier un film. Et le film, à mon avis, ne l'est pas assez pour que la critique puisse tout à fait y adhérer, elle va diviser. Par contre, le grand public, je pense que c'est un film qui va plaire beaucoup, et je ne suis pas surpris qu'il ait gagné le prix du public au Festival de Toronto, et dans les autres festivals où il sera amené à aller éventuellement, je ne serais pas surpris que le public adhère et prenne le film tel quel en disant qu'il est très bien. Parce que le grand public va être moins exigeant, et pas forcément, c'est pas une critique, hein, moins exigeant sur ce que le film devrait être, mais va prendre les émotions, le film tel qu'il est. Et dans l'état, c'est un film doux, heureux, beau, terrible par un moment, mais d'une grande poésie. Donc, pour être clair sur ce que je veux dire sur le scénario est bon, c'est une belle adaptation, mais
il y a un degré auquel le film n'est pas allé. Il aurait dû choisir un moment d'aller ou vers l'horreur ou vers la comédie complètement, ce que La vie est belle fait, par exemple. Et je veux pas spoiler plus. On va aller vers la conclusion. J'ai aimé Jojo Rabbit. J'aime Jojo Rabbit, je vous conseille d'aller le voir, c'est un beau film. C'est un beau film avec une vraie originalité de base que le film approfondit et mène, je pense, à son terme. Avec cette idée que c'est pas un chef-d'œuvre, ça manque d'extrême quelque part à un moment donné dans sa démarche pour pouvoir y arriver, pour pouvoir y prétendre, mais c'est un très bon film, c'est un très beau film. C'est un beau film sur l'enfance, c'est un beau film évidemment sur le contexte, ce contexte précis, être éduqué dans le fascisme, avec ce rouleau compresseur terrible qui sépare parents et enfants, et c'est très présent dans le film, c'est très beau, notamment dans la relation entre Jojo et Rosie, mais c'est aussi un très beau film sur l'enfance, c'est aussi un très beau film sur l'adolescence, c'est aussi un très beau film sur le rapport parent-enfant. Vraiment, c'est un film qui a beaucoup de qualité, et qui mérite, à mon avis, tout à fait le succès qu'il peut avoir. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre, non, clairement, ce n'en est pas un. Encore une fois, comme je disais, sur le personnage de Rebel Wilson, on sent vraiment, pour moi, c'est le personnage qui syncrétise le doute. Est-ce que c'est une comédie à ce moment-là? Est-ce que c'est plutôt un film horrible à ce moment-là? Ça a plutôt tendance à basculer dans l'horrible, et j'ai l'impression que pour le bien du film, il aurait fallu que ce soit de la comédie. Mais c'est ma sensation, hein. Encore une fois, là, on ne rit pas tous des mêmes choses, j'ai peut-être été un peu trop en attente d'une comédie à un moment donné pour tout à fait recevoir le film tel qu'il est, c'est possible, et je le re-regarderai de toute façon une fois qu'il sortira en Blu-ray DVD, parce que c'est un film que j'achèterai, je trouve vraiment qu'il est très beau et que ça vaut le coup de l'avoir dans sa DVD Tech. Le film a tendu encore une fois la corde le bâton pour se faire battre, en étant peu radical, en n'allant pas tout à fait jusqu'au bout de sa démarche, ni dans son propos autour des jeunesses hitlériennes, ni dans, entre guillemets, son rapport sur l'horreur de la guerre, et en ayant, oui je ne l'ai pas dit, mais quelques facilités, notamment le film front kick littéralement l'objet du mal dans le film, et c'est franchement pas une super idée. C'est un peu grossier, je pense même pas que le film en avait besoin, bon, ça se discute, mais je trouve que cette séquence est assez inutile. On avait compris que le personnage avait franchi le pas à ce moment-là, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est peut-être parce que Taika Waititi voulait peut-être se rassurer, être un peu plus radical, c'est peut-être des petites maladresses comme ça qui vont aussi à un moment donné faire que le film sera critiqué. Mais en l'état, moi perso, je vous conseille d'aller voir Jojo Rabbit, c'est un beau film, c'est un film original sur son sujet, il y a beaucoup d'humour et de légèreté, mais il y a aussi beaucoup de force, c'est vraiment un très beau film, je trouve que c'est un film aussi respectueux de son contexte, même s'il y a des défauts, même s'il va y avoir malheureusement à cause des défauts, un petit côté Hollywood vient nous faire encore une fois la leçon sur le fascisme, je trouve que c'est un film qui le fait avec assez de sincérité, pour ne pas être enjoncé dans ce carcan-là du film hollywoodien qui vient nous faire la leçon. Bref, je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, n'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, la totale, c'est votre avis qui m'intéresse le plus, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à commenter, ça m'intéresse toujours beaucoup, et bien sûr, liker, partager pour aider à la chaîne à se développer si vous avez envie, c'est très cool et merci beaucoup encore à tous à votre écoute, c'est vraiment cool de voir que les podcasts sont suivis, et à bientôt pour un nouvel épisode de HO, moi je vais aller me soigner, salut les amis, ciao ciao. Abonne-toi à la chaîne d'un mec qui parle trop. Oui, bon, c'est une blague, c'est dit Brown and Sodaton, c'est un chant nazi. Faut rigoler.